L'iceberg de Super Mario 64 est une image qui a beaucoup circulé sur internet durant le mois de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui. Cette image permet de récapituler, de lister, de classer toutes les histoires, les théories, les légendes urbaines et les creepypastas qui tournent autour du jeu vidéo Super Mario 64. À l'instar d'un vrai iceberg, ce qu'on voit nous uniquement, c'est la face visible de l'iceberg qui sort de l'eau. Donc évidemment, nous avons toutes les théories les plus connues de Super Mario 64 qui ne vous étonneront pas. Par contre, dès qu'on commence à mettre un petit peu plus la tête sous l'eau, on voit la partie immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus grande que la partie visible et qui regorge d'énormément de théories et d'histoires très très sombres, inquiétantes et bizarres que vous ne connaissez sûrement pas. Mon rôle ici aujourd'hui est de tout vous expliquer. On va lister une par une toutes les histoires de l'iceberg, je vais toutes les développer et vous les expliquer en détail. Préparez-vous, il y a beaucoup. La vidéo dure 1 heure. Et plus nous avancerons dans la vidéo, plus on descendra le long de l'iceberg et plus les histoires deviendront inquiétantes, voire terrifiantes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Pour cette nouvelle vidéo, je suis fier de vous présenter aujourd'hui l'iceberg de Super Mario 64. Elle est réelle, c'est ce qu'une majorité des joueurs se sont persuadés d'avoir lu, inscrit sur la stèle de l'étoile éternelle dans le jardin du château de la princesse Peach, là où d'autres joueurs, peut-être un petit peu plus terre à terre, y ont lu Eternal Star. La phrase Hell is Real 2401 a développé l'idée qu'effectivement Luigi, ici représenté par la lettre L, était effectivement débloquable dans le jeu, chose qui je rappelle n'est pas le cas, mais l'existence de Luigi dans Super Mario 64 a toujours été source de fantasmes pour les joueurs, et je me rappelle moi-même être le premier, à mes 12 ans, à chercher sur les forums de jeuxvideo.com des astuces pour le débloquer. Naïf que j'étais. Le numéro 2401, lui, aurait apparemment été lié à la façon de le déverrouiller. Par contre, chose réellement incroyable, et c'est peu de le dire, c'est tout juste 24 ans et 1 mois après la sortie du jeu, donc en juillet 2020, pendant l'époque des grands leaks, qu'a leaké le vrai modèle 3D de Luigi tiré du code source du jeu. Et ça, c'est fou. Donc, 24 ans après, Luigi n'est plus un fantasme, il a toujours été présent, et les plus illuminés parmi nous qui croyaient dur comme fer en son existence avaient raison depuis le début. Oui, on peut aujourd'hui le dire, 2401, elle est réelle. Le Space World est le nom d'un salon de jeux vidéo durant lequel les éditeurs pouvaient présenter au monde entier leurs derniers jeux et leurs dernières consoles, au même titre qu'un E3 aujourd'hui. On parle d'une époque où Internet n'existait pas, et où on se documentait grâce à la télévision, très faible en contenu lié aux jeux vidéo en France à l'époque, et grâce aux magazines. L'édition du Space World de 1995 a dévoilé pour la première fois de l'histoire les premières images d'un jeu qui s'appelle Super Mario 64, sur une console qui s'appelle la Ultra 64, qui est évidemment le nom de code de la 64 à l'époque, au même titre que la GameCube s'appelait la Dolphin ou que la Switch s'appelait la NX. Comme vous le voyez à ces images, le jeu était assez différent visuellement, et pas que visuellement, puisqu'on a aussi eu la chance d'entendre la version bêta de la voix de Mario, qui heureusement a été réenregistrée pour la sortie du jeu. Château beaucoup plus vide, texture différente, un compteur de vie différent, pas de Peach sur le château, apparition dans des levels différents, la structure des levels elle-même modifiée, des levels complètement différents, une minimap dans un coin de l'écran, des polices d'écriture différentes, gagner des pièces et une étoile en battant Bowser, Mario qui tournoie après un triple saut, le fait de pouvoir voler avec un canon, le jeu qui lag dans le level du sous-marin, ah non ça ne change pas en fait, oups désolé, des clés cachées dans des bouts, des mines de Bowser dans l'eau, l'utilisation de tableaux qui ne seront plus accessibles dans le vrai jeu. Le youtubeur Beta64 a aussi expliqué dans sa vidéo consacrée à la bêta de Mario 64 que le code du jeu permettait de découvrir qu'il devait aussi y avoir un trampoline, un œuf de Yoshi, des carapaces rouges et vertes comme dans Mario Kart, des textures de la casquette ailée métallisée, alors qu'il est impossible dans le jeu de base d'utiliser les deux casquettes en même temps. Il y a encore des tas d'éléments de la bêta que j'ai pas abordé ici, c'est tellement long que ça mériterait une vidéo à part entière.
Petit secret très simple, je rappelle qu'on est toujours sur la face visible de l'iceberg, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît. Il y a une vie cachée dans la forteresse Whomp, il suffit juste de se placer devant la bonne paroi, de donner un coup de poing avec Mario, et une partie du mur va éclater pour laisser place à un petit creux contenant une vie. Simple, rapide, mais caché, et on sait pas trop pourquoi. Et il fallait le trouver. Du coup, qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres vies cachées dans le jeu, à des endroits inattendus où il faudrait frapper avec Mario ? Le premier pont qu'on rencontre dans le premier level du jeu a deux particularités étonnantes. D'abord, on peut s'y accrocher par en dessous et le grimper, ce qui ne sert à rien, ce qui n'a pas l'air d'avoir été prévu. Deuxièmement, Mario peut passer à travers le pont en sautant à son extrémité par en dessous. Là aussi, ça ne sert à rien, mais c'est possible. À croire que rien ne va avec ce pont précisément. Peut-être qu'il renferme d'autres secrets encore jamais découverts ? Ok, on aborde maintenant le côté technique du jeu. Mettons-nous d'abord d'accord sur ce principe. Quand tu appuies sur un bouton de ta manette, tu exerces une pression. Cette pression se divise en trois parties, celle où tu appuies une première fois sur le bouton, la durée durant laquelle ton doigt reste appuyé, et le moment où tu relâches le bouton. Tout ça, c'est la pression du bouton A. Dans Super Mario 64, quand tu appuies une fois sur le bouton A, Mario saute légèrement. Quand tu appuies un petit peu plus sur le bouton A, Mario fait un vrai saut et reste un petit peu plus longtemps en l'air. Quand tu appuies sur le bouton A et que tu le laisses enfoncer, Mario fait exactement le même saut que précédemment. Mais tu peux continuer à déplacer Mario, à plonger en avant avec le bouton B, à t'accroupir avec le bouton Z, tout en gardant le bouton A enfoncé. Ça ne changera rien. L'idée de la demi-pression du bouton A est apparue dans le cadre de défis où le but est d'attraper certaines étoiles du jeu avec le moins d'utilisation possible du bouton A. Là où les participants affirmaient y arriver avec seulement une seule pression, on a découvert la possibilité de n'utiliser qu'une demi-pression, celle quand on relâche le bouton A. Et il fallait donc avoir enclenché la pression du bouton A avant de rentrer dans le level. C'est comme ça que Panenkoek 2012, célèbre youtubeur qui décrypte justement Super Mario 64, a réussi à attraper 7 étoiles en hauteur dans la caverne brumeuse en appuyant sur le bouton A 0,5 fois. Alors attention, c'est pas à la portée de n'importe qui, d'ailleurs uniquement lui y est parvenu, ça demande à maîtriser le jeu avec une machine, de le faire tourner des jours entiers pour manipuler la mémoire du jeu, il a lui-même sorti une vidéo de plus de 25 minutes pour expliquer toute la procédure, c'est un joyeux bordel, mais terriblement intéressant à écouter et à comprendre. Mais pour arriver à une telle prouesse, il a aussi joué avec les univers parallèles. Vous trouvez les explications de la demi-pression du bouton A compliquées ? Eh bien, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Les univers parallèles sont des copies conformes et identiques, mais invisibles des levels ou des maps sur lesquels Mario peut se trouver. Pour expliquer comment y accéder, je vais devoir d'abord vous expliquer comment fonctionne la célèbre technique des speedrunners, à savoir le backward long jump, le BLJ, que je préfère appeler le saut en longueur à l'envers. Vous avez sûrement déjà vu cette séquence de Mario qui fait des sauts en longueur inversés dans un escalier du château. Très grossièrement, Mario accumule énormément de vitesse en enchaînant les sauts en longueur qui se bloquent dans une pente, dans un escalier ou même sur certains murs penchés. Et toute cette vitesse emmagasinée est à un moment donné relâchée par le jeu, ce qui est représenté par Mario, qui est propulsé en arrière à une vitesse normalement inatteignable dans une session de jeu classique, tellement inatteignable que le jeu lui-même n'a pas prévu que Mario puisse aller aussi vite, et c'est comme ça qu'en speedrun, Mario peut traverser des murs ou des portes. En répétant ce même exercice, il est possible pour Mario de sortir en dehors des limites de la map et d'atterrir sur des maps identiques à celles où il était, mais malheureusement invisibles. Ce sont les univers parallèles. Bon, accrochez-vous car là on va aborder deux théories que j'adore du jeu. Je vais les survoler car là aussi une vidéo à part entière serait nécessaire pour tout expliquer. Il y a dans le jeu, et je ne vais pas expliquer ici comment ni pourquoi, une pièce inaccessible qui se trouve derrière les murs d'une map. Et qu'on appelle la pièce impossible, puisqu'elle est logiquement impossible à attraper. Elle se trouve sur l'île Grand Petit, on peut l'apercevoir en déplaçant la caméra dans le bon angle et sur le bon emplacement de la map.
Autre histoire du même registre, mais que j'adore toujours autant, dans Mario 64, l'apparition des Goombas se fait toujours de la même manière. Les développeurs ont posé sur la map soit un Goomba seul, soit un lot de 3 Goombas. Et tout ça, c'est vérifiable dans le code source du jeu. Problème, dans le dernier niveau du jeu, la route pour aller au dernier Bowser, le code source du jeu nous dit qu'il y a un emplacement avec 3 Goombas, sauf qu'il y a toujours que 2 Goombas à cet endroit. On parle donc ici du 3e Goomba, à savoir le Goomba impossible, puisque Pan Quake, encore lui, a trouvé où était situé le Goomba impossible. Tout en bas de la map, les développeurs l'ont déposé à un endroit où aucune plateforme ne pouvait le réceptionner, il est donc logiquement tombé là où il le pouvait, le plus bas possible. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est toutes les théories sur la façon de comment aller tuer ce Goomba. Spoiler, à ce jour, on ne peut toujours pas le faire. Et Pan Quake lui-même a consacré une vidéo de 10 minutes de théorie et de mise en pratique qui ont toutes échoué. C'est pour ça qu'on l'appelle le Goomba impossible. Par contre, une chose très importante, dans Mario 64, lorsqu'on tue un Goomba, ce dernier fait popper une pièce. Alors, n'avons-nous pas ici affaire à une nouvelle pièce impossible ? Ça va ? Vous tenez le coup, c'est bon ? Félicitations, nous en avons terminé avec la partie visible de l'iceberg. C'était la partie regroupant les mythes et les histoires les plus connues de Mario 64. Pour l'instant, rien n'a dû vous surprendre. Je vais maintenant vous demander à tous et à toutes d'enfiler vos combinaisons de plongée, puisque maintenant, nous allons regarder ce qu'il y a juste en dessous de la surface de l'eau. Lorsque Mario pénètre pour la première fois dans le manoir des Boo, le Big Boo aurait dû s'adresser à Mario avec une boîte de dialogue qui lui dit « Tu es à moi maintenant, je vais traverser ce mur, peux-tu en faire autant ?» À mon avis, le texte a été retiré pour ne pas effrayer les enfants, sachant qu'on était déjà dans un niveau assez angoissant. Dans Mario 64, tu peux visiter des niveaux avec des conditions météorologiques complètement différentes. Un coup de la neige tombe devant la caméra, un coup il y a un level avec de la brume, un coup de la lave crée des bulles de feu et éclate, et il y aurait aussi dû y avoir de la végétation vivante, à savoir des fleurs qui dansent. D'ailleurs, le sprite de ces fleurs a été retrouvé dans le code source du jeu. Ce qui est étonnant par contre, c'est que le code de la fleur qui danse, il a été écrit pour appartenir uniquement au monde de la lave. La caverne brumeuse, seul endroit du jeu où on peut faire la rencontre avec Dory, ce dragon dinosaure aquatique qui vous aidera à accéder à une étoile sur une plateforme surélevée. Un panneau proche de sa zone nous permet d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage. Ce panneau nous met en garde et nous prévient de ne pas devenir son repas. Don't become his lunch. Alors qu'à aucun moment dans le jeu, Dory ne montre de signes d'agressivité. Alors que c'est plutôt nous-mêmes qui le frappons sur son dos pour le contrôler. Étonnamment, ou pas, cette ligne de dialogue a disparu dans la version française du jeu. La salle du miroir de Mario 64 a longtemps été source de mystères et de fantasmes. La question la plus courante que se sont posés les joueurs est « Qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir ? Peut-on le traverser ? Et si oui, qu'y a-t-il derrière cette porte ?» La réponse, on l'aura obtenue dans le remake du jeu sur Nintendo DS, puisque Luigi, ici présent dans ce remake, peut traverser le miroir grâce au pouvoir des fleurs d'invisibilité, et la porte ne mène pas vers une version miroir du château de Peach, mais dans une salle complètement vide, toute blanche, avec uniquement une étoile. Seule. Certains joueurs ont ressenti une sensation très étrange et un sentiment de mal-être quand ils sont restés dans cette salle trop longtemps. À l'intérieur du volcan, dans le monde de la lave, juste devant une étoile se trouve un étrange amas de blocs métalliques. On ne les revoit jamais de tout le jeu, ils ne ressemblent à rien d'autre dans l'univers des Mario, leur origine est inconnue et leur position n'est pas expliquée. Et pourtant, les développeurs ont tenu à les placer ici, à prendre de la mémoire du jeu pour les intégrer et les placer dans cette position. Certains joueurs supposent qu'il s'agisse des restes d'une civilisation perdue dans l'histoire des Mario. Aucune information officielle n'a été donnée à ce sujet. Blarg est un ennemi de lave récurrent dans la série des jeux Mario. Principalement connu pour sa première apparition dans Super Mario World, il changera énormément de design au cours de ses apparitions dans les jeux Mario. Plus d'une fois, vous allez croiser cet ennemi sans savoir que c'était Blarg.
Blarg aurait dû être dans le jeu à la base, mais il a été retiré lors du développement. Il devait avoir le même aspect que le Blarg de Super Mario World, une tête à la forme de dinosaure, une peau rouge et 4 dents grises. Le code du jeu dévoile qu'il devait apparaître dans le monde de la lave, sur la route de Bowser 2, et bizarrement, dans l'avant-dernier level du jeu, celui où Mario doit attraper 8 pièces rouges sur des nuages. Yoshi, qui apparaît uniquement au sommet du château de Peach quand le joueur a obtenu 120 étoiles, a un design de selle différent que dans les autres jeux. Normalement, la selle de Yoshi est rouge et possède un bord blanc tout autour pour se distinguer de la peau de Yoshi. Ici, le contour blanc n'y est pas. Est-ce bien le vrai Yoshi que nous connaissons tous ? Sachant que sur la même console, les autres jeux mettant en scène Yoshi ajoutent ce contour blanc. Pourquoi dans un jeu aussi important que Super Mario 64, le contour blanc n'y est pas ? Il est supposé que ce Yoshi n'est pas le vrai Yoshi que nous connaissons. Déjà parce qu'il parle. Depuis quand les Yoshi parlent le langage de Mario ? Et surtout, car après avoir parlé avec Mario, ce Yoshi saute du château et on ne le reverra jamais. Beaucoup de joueurs pensent qu'à ce moment-là, ce Yoshi s'est suicidé. Lorsqu'on combat le roi bombe dans le premier niveau du jeu, il disparaît du sommet de la montagne durant les étoiles suivantes. Juste après l'avoir battu, si vous retournez parler à la bombe rose du début, elle vous dira que le roi bombe est maintenant battu et qu'il est maintenant devenu un big dude, qu'on peut traduire par un énorme raté. En plus de ça, une troisième grosse boule noire fait son apparition au pied de la montagne, qui n'était pas là avant de battre le roi bombe. Et ces boules ont exactement la même texture que celle du roi bombe. Le roi bombe, maintenant devenu un raté, est condamné à rouler indéfiniment au pied de la montagne devant une grille qui rappellerait étonnamment les barreaux d'une prison. Je vous parlais tout à l'heure des conditions météorologiques. Dans la baie des pirates, lorsque Mario rentre dans le level pour la toute première fois, un gros brouillard plane au-dessus du sol. Par contre, une fois que le joueur a récupéré l'étoile cachée dans le bateau, le brouillard disparaîtra et le level sera beaucoup plus lumineux. Aucune explication a été donnée pourquoi ce détail existe, pourtant il est bien présent dans le jeu. Dans le monde des sables trop mouvants, à l'intérieur même de la pyramide, il est possible, si on regarde bien, de trouver des hiéroglyphes et des inscriptions sur certaines parois. L'une d'elles comporte les lettres E et T, qui peuvent rappeler facilement E.T. l'extraterrestre. Le tout lié à ce mystère que représentent les pyramides, que ce soit dans le jeu ou dans la vie réelle, avec cette idée que c'est les aliens qui les ont construites. Peut-être qu'un développeur a voulu faire une blague là-dessus, ou alors justement qu'un développeur a voulu dévoiler une vérité encore cachée aujourd'hui aux yeux de tous. Au deuxième étage du château, une pancarte est accrochée à côté des escaliers qui mènent au troisième étage. On peut y lire un message qui nous demande le silence et de marcher doucement dans les couloirs. La version anglaise ne précise pas les couloirs au pluriel. Ce message a amené pas mal de joueurs à se poser des questions quant au sens de ce message, son intérêt dans le jeu puisqu'il ne se passe rien quand on court dans les couloirs. D'ailleurs, la zone elle-même dans laquelle la pancarte est accrochée n'est pas un couloir. On peut supposer que ce panneau était destiné à une autre zone, mais qu'il ait été placé là sans aucune raison. Ça supposerait qu'il existe dans le jeu au moins un couloir dans lequel il faudrait marcher doucement et non pas courir. La texture de fumée qui apparaît lorsque Mario se brûle a toujours été implémentée dans le jeu sous un format incorrect. Ce qui fait que ce que nous avons toujours considéré comme étant de la fumée, cet amas de pixels noirs, était au final une version visuellement buggée de la vraie fumée, qui elle est beaucoup plus lisse, à la forme d'un petit nuage noirci. Cette découverte date de 2020. Unagi, vous ne connaissez pas Unagi ? Pourtant, si vous avez déjà joué à Super Mario 64, vous devriez vous souvenir d'Unagi. Le tunnel d'Unagi aurait dû à la base être ouvert et accessible après le départ de l'anguille, et à l'intérieur, on aurait dû y trouver une étoile. Pourquoi est-ce que ce tunnel a été fermé avant la commercialisation du jeu ? Ça, on ne le sait pas. Mips, et c'est le petit lapin jaune qui te donne une étoile quand tu l'attrapes, uniquement trouvable à l'intérieur du château de Peach. Shigeru Miyamoto a déclaré que durant le développement du jeu, Mario était capable de lancer Mips. Cette action n'a pas été laissée dans le jeu final par manque de temps et sûrement aussi par conflit interne lié à la maltraitance des animaux. Des restes de cette fonction existent dans le jeu final, une animation inutilisée de Mips rebondissant sur le sol comme si on l'avait jeté, mais ça peut se voir uniquement que si Mario lâche Mips dans l'eau. Dans le jeu,
Mario peut actionner 3 grands interrupteurs, un rouge, un vert et un bleu. Ces 3 interrupteurs débloquent respectivement la casquette ailée, la casquette de métal et la casquette d'invisibilité. Le code du jeu, lui, nous révèle qu'un 4e interrupteur de couleur jaune aurait dû être dans le jeu. Il devait faire apparaître des blocs jaunes dans le jeu qui auraient permis aux joueurs d'obtenir une carapace de Koopa, celle-là même qui est implémentée déjà dans le jeu et qui permet de naviguer sur la lave ou sur les sables mouvants. Pour rappel, dans le jeu Super Mario World, il y avait aussi 4 boutons à actionner durant l'aventure, un rouge, un vert, un bleu et un jaune. On ne sait pas si, avant la suppression du bouton jaune, les étoiles et les vies qui étaient cachées dans des boîtes jaunes étaient dans un autre type de boîte ou étaient présentées différemment. Dans le manoir des bouts, un des panneaux à l'extérieur du manoir indique que si le joueur sort vivant de ce level, il obtiendra une médaille de Ghoul. Évidemment, à aucun moment dans le jeu, Mario n'obtient de médaille. Soit c'est une ligne de dialogue placée là pour troller le joueur, soit ça a un lien avec les clés des bouts visibles uniquement dans la bêta du jeu, soit cette phrase est destinée à un autre manoir de bouts dans un autre jeu vidéo. Plusieurs peintures du château de Peach qu'on a déjà rencontrées au cours de notre aventure se retrouvent au 2e étage du château, sans réelle raison, à part peut-être pour dissimuler de vrais tableaux, car ces tableaux-là, déjà vus, on ne peut pas les retraverser, on ne peut pas retourner dans leur monde. Par contre, on peut voir certains tableaux jamais vus auparavant et qu'on ne reverra pas plus tard dans le jeu, mais qui peuvent rappeler de futurs levels. Et puis il y a ce tableau, unique, qu'on ne revoit nulle part ailleurs, qui ne représente pas réellement de level du jeu. La seule chose percutante, c'est que l'emplacement des étoiles qui brillent sont positionnées de la même façon que les notes pour jouer le chant des tempêtes dans Zelda Ocarina of Time. Un tableau qui représente donc des nuages. Je vous laisse réfléchir à ça. Lorsqu'on rencontre le roi Whomp pour la première fois, il nous dit que c'est lui et les autres Whomp qui ont construit les maisons et les châteaux, et que les humains, eux, ne pensent jamais à dire merci. La version anglaise du jeu ajoute aussi qu'ils ont construit les routes sur lesquelles les humains marchent. Et étonnamment, lorsque le roi Whomp meurt, une forteresse prend sa place. Soit les Whomp sont, dans l'univers de Mario, les esclaves qui s'occupent de la maçonnerie, soit pire, les Whomp sont utilisés comme matériaux de base pour la construction de maisons, de châteaux et de ponts. Serait-ce là la raison pour laquelle les Whomp se sont alliés à Bowser ? Dans la baie des pirates, une fois le bateau sorti de l'eau, et donc la brume disparue évidemment, apparaît cette boîte sur le bateau, une boîte un peu plus aplatie que toutes les autres boîtes du jeu, une boîte faite de simple bois avec dessus le dessin d'une tête de mort. C'est la première et dernière fois qu'on verra de tout le jeu cette boîte et ce dessin. Cette boîte est incassable. Quoi que vous tentiez de faire, elle est littéralement indestructible. Pire, cette boîte tue. La tête de mort n'est pas là pour rien. Si Mario la touche, il prendra des dégâts. Pourquoi cette boîte existe? Pourquoi elle est placée là? Quelle est son utilité? Pourquoi les développeurs ont modélisé cette unique boîte dans ce jeu, à cet endroit précis? Vous êtes toujours là? C'est bien, ça veut dire que ça vous plaît, ou alors que ça attise votre curiosité. En tout cas, ce n'était qu'une introduction. D'accord? On a vu ensemble la partie visible de l'iceberg, on a aussi regardé ensemble ce qu'il y avait juste sous l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande maintenant de sortir vos lampes torches, nous allons regarder ce qu'il y a au fond de l'iceberg. Dans une publicité américaine pour promouvoir une marque de lait, on peut voir 2 enfants jouer à Super Mario 64. Problème, Mario est apparemment sur le level trempé séché, mais le ciel ne concorde pas. C'est pas du genre de Nintendo, très attaché au respect de ses licences, de faire une telle erreur. Pourtant, dans la publicité, on perd le ciel bleu violacé du jeu et on se retrouve avec un ciel ensoleillé, qui est d'ailleurs l'exact même ciel qu'on retrouve dans la forteresse des Whomp. Pourquoi Nintendo ne voulait pas, ou plutôt ne pouvait pas, diffuser ce ciel à la télévision? Eh bien justement, le niveau trempé séché a un énorme secret et c'était sous notre nez depuis le tout début. Pourtant, on ne l'a jamais remarqué. Qu'est-ce que c'est
que ce décor. C'est quoi ces formes dans le fond? Aussi étonnant que ça puisse paraître, ces formes sont des habitations, ce sont des maisons. Mais pas des maisons dessinées spécialement pour le jeu, non, c'est une photo de Shibam, une ville du Yémen. Ne me demandez pas pourquoi, aucune explication officielle n'a été donnée, on sait juste que les développeurs du jeu ont tenu à placer cet élément ici, dans ce level. De plus, la skybox du niveau trempé séché ne s'arrête pas là. Elle représente effectivement la ville de Shibam, mais sous l'eau, avec un soleil visible à travers la surface de l'eau. Probablement pour faire allusion au principe du level, dans lequel on peut baisser et monter le niveau de l'eau à notre guise. Mais c'est tout de même un élément trop bien caché. Le mystère reste entier, encore à ce jour. Restons dans le même thème, on vient de voir que le monde de trempé séché se situait au Yémen. On remarque aussi que les sables trop mouvants se localisent proche de Giza, en Égypte, là où 3 pyramides sont côte à côte. Dans la montagne Glagla, un panneau nous parle du Père Noël, là aussi donc un endroit sur Terre. Peut-on supposer que l'entièreté du jeu se passe sur la planète Terre, sachant que sur la jaquette japonaise du jeu, on voit une planète derrière Mario, mettant en scène le château et le monde de la neige. Si on accepte cette théorie, ça veut dire que dans Super Mario Galaxy 2, quand Mario va dans la galaxie de la forteresse Whomp, il revient sur Terre sans le savoir. Bowser, élément étranger du château de Peach, est pourtant parvenu à rentrer dans le château et kidnapper la princesse. Pourtant, le château en lui-même n'a subi aucun dégât, aucune porte n'a été forcée. On apprendra vers le milieu du jeu que Bowser est venu grâce à un sous-marin à son effigie. Problème, comment a-t-il amené un si gros sous-marin ici? Eh bien tout a été pensé, et c'est pas pour rien qu'à côté du sous-marin, il y a un énorme passage dans le mur. Et quand tu rentres dans ce passage, tu es téléporté dans le jardin du château. D'ailleurs, ce passage est d'abord fermé, avec, encore une fois, le visage de Bowser dessus. Et une fois le Bowser des laves battu, le passage s'ouvre. En plus de ça, l'accès au niveau du sous-marin ne se fait pas par une peinture, mais par un mur d'eau. On peut supposer que c'est par là que Bowser a pu infiltrer le château. C'est d'ailleurs pas pour rien que la seconde base de Bowser est cachée juste derrière ce mur d'eau. Tout était sous notre nez depuis le début. Pour aller au manoir de Big Boo, il faut se rapprocher de cette petite cage, et Mario sera miniaturisé et rentrera à l'intérieur. Si on regarde bien, le manoir est effectivement à l'intérieur de cette petite cage. Une fois dans le level, nous sommes bien dans une cage, puisque l'entièreté du manoir est prisonnier de grille. Pourtant, pourquoi fait-il nuit dehors? Et surtout, d'où sort cette forêt en arrière-plan? On aurait dû voir le décor du jardin de Peach. La cage aurait-elle amenée ailleurs, le temps que Mario ait sauté à l'intérieur? De retour dans le monde trempé séché, allons voir du côté du village englouti. Dans ce village, la chose à remarquer, ce sont les portes des maisons, des designs de portes jamais vus auparavant dans le jeu, jamais réutilisées, et pourtant elles pourraient peut-être vous sembler familières, et c'est normal, ce sont les mêmes portes utilisées dans Zelda Ocarina of Time. En plus des portes, l'entièreté des bâtiments eux-mêmes ont été montrés dans la bêta de Zelda 64. On rappelle que Mario est sorti avant les deux Zelda sur cette console. Qu'est-on censé comprendre? Est-ce une représentation d'Hyrule, engloutie sous l'eau? Ça ne serait pas la première fois qu'un jeu Nintendo nous met en scène une telle histoire. Je vais passer rapidement sur celle-là, mais pas mal de joueurs se plaignent de voir des visages dissimulés dans les textures du jeu. Beaucoup de levels du jeu sont passés à la trappe à la sortie du jeu, et il y a uniquement un level, qui s'appelle le niveau 32, et puisqu'il est présent dans le code source du jeu, on peut y accéder. Au final, c'est juste une map de test pour les développeurs. Mais bizarrement, des récentes fuites indiquent que ce niveau 32 s'appelle Nuit, ce qui laisse supposer que ça aurait pu être un level intégré au jeu de base. Et le terme Nuit fait penser de nouveau à ce tableau inutilisé que l'on voit au deuxième étage du château. Peut-être qu'initialement on aurait pu sauter dedans. Mis à part ce fameux level 32, 6 autres levels sont référencés dans le code source du jeu. Le youtubeur Skelux, aussi connu dans le game des ROM hacks et de tout ce qui tourne autour des mystères du jeu Mario, grâce aux fuites de 2020, a remodélisé ces levels et les a rendus jouables.
Le niveau 1 était déjà connu puisque des images étaient déjà visibles dans la version bêta de Mario 64, c'est une zone qui ressemble à un château, un peu comme une petite forteresse, c'est un niveau avec pas mal de grandes marches et des pentes, typiques d'un level tutoriel. Le niveau 2 ressemble aussi à un niveau tuto, voire même un niveau de test pour les développeurs vu les différentes inclinaisons de pentes. Le niveau 3 est un niveau plus lumineux, plus coloré, ça aurait dû être un level qui tourne autour de l'univers du cirque, et mettant en scène un labyrinthe. Une autre théorie veut que cet endroit puisse aussi être l'intérieur du château de Peach à la base. Le niveau 35 est une simple map en damier, sans objets, sans ennemis, sans rien, sûrement un niveau de test pour les développeurs encore. Le niveau 37 a comme nom de code 37horror2.bin, ce qui laisse penser que c'est un level lié au manoir de Big Boo. D'ailleurs, dans la bêta du jeu, on voit un level où Mario frappe des boues, qu'on ne voit pas dans le jeu final. Peut-être était-ce ce fameux level dans la forêt de boue? Le niveau 38 ressemble encore une fois à une map de test pour les développeurs, on y trouve des sables mouvants, un téléporteur et même le miroir qui, ici, est traversable. Donc, est-ce que les développeurs pensaient à nous faire traverser le miroir à la base ? Il était évident que plus on descend dans l'iceberg, plus on tomberait sur des théories farfelues. Ici, il est dénoncé que le jeu commence dans une salle maçonnique, avec un sol en damier qui symbolise les polarités opposées, et avec à côté le disque solaire en plein milieu de la pièce. Des tapis rouges, un bâtiment sur 3 étages, des pièces qui ont comme symbole un pentacle, qui fait allusion aux pièces de tarot, et donc un symbole occulte, la première map du jeu qui représente un sentier qui serpente une montagne géante avec des obstacles tout du long, c'est la représentation d'un symbole rosicrucianiste très courant, dont au sommet, généralement, on y retrouve un symbole royal qui incarne la divinité. Ce qui est exactement le cas dans Mario 64, avec un roi que Mario combat et détrône. Ce que je viens de vous raconter là n'est qu'une infime partie de toutes les théories qui mêlent Mario 64 et les francs-maçons. Je vous mets en description un immense thread Twitter qui récapitule tout ça. C'est très long et c'est très fou. Ici, on a affaire à une théorie toute bête, mais bien pensée. La glissade secrète du château de Peach serait une faille dimensionnelle. Les deux autres glissades que nous avons dans le jeu, soit Mario y rentre grâce à un tableau, donc qui le téléporte sur un autre plan, soit il y rentre par une cheminée tout en haut du stage, et à la fin de la glissade, il en ressort tout en bas du stage. On peut facilement imaginer que la glissade se passe à l'intérieur du stage. Mais le problème avec la glissade du château, c'est que Mario ne passe pas par un tableau qui le téléporte. Il traverse juste un couloir qui le fait tomber dans la glissade. Donc logiquement, la glissade est collée au château, mais c'est physiquement pas possible. Et le fond noir et vide durant la glissade fait penser que Mario est dans une sorte de nouvelle dimension. Ce raisonnement ne s'applique pas à l'aquarium, car justement Mario est déjà dans une salle avec plusieurs aquariums, on peut imaginer qu'il a juste été miniaturisé comme pour entrer dans le manoir de Big Boo. Donc, pour résumer, le portrait de Peach, lui-même, celui-là précisément, est une faille dimensionnelle. L'écran qui apparaît à la fin du jeu, la dernière image que verront les joueurs avant de devoir redémarrer leur console pour reprendre la partie, cette image sur laquelle le jeu se fige a perturbé énormément de joueurs, à cause de sa perspective étrange et de son atmosphère vide. Mais le plus dérangeant reste ce qu'on voit derrière le gâteau. Une forme très étrange s'y cache. Beaucoup de personnes, moi y compris, pensant que c'est Yoshi. Mais pourquoi Yoshi ? Pourquoi uniquement Yoshi ? Sans Mario, sans Peach ? Pourquoi ce Yoshi qui regarde le joueur dans les yeux, indéfiniment, sans bruit, sans musique, sans dialogue ? On a très peu de preuves à ce sujet, mais il aurait dû être possible de rentrer à l'intérieur de la forteresse des Whomp. L'intérieur de la forteresse devait être un labyrinthe, mais là où ça devient très intéressant, c'est que ce labyrinthe aurait dû être généré aléatoirement par l'intelligence artificielle du jeu, et ce pour chaque joueur, et c'est d'ailleurs pour ça que ce level aurait été retiré, pour empêcher le grand public de suspecter que toutes les copies de Mario 64 sont personnalisées. Il existe une infime chance d'entendre Big Boo rire d'une manière totalement différente de celle qu'on connaît, et c'est même déjà arrivé à des streamers en plein live.
Whoa, what the fuck? Yo, what? On ne connaît pas les conditions pour provoquer ce rire dans le jeu, c'est juste extrêmement rare. Motos est un ennemi disparu durant le développement de Super Mario 64 et qui a pu être découvert grâce au leak de 2020 dans les fichiers du jeu. Motos est un ennemi qui ressemble à un robot, son corps est un mélange entre un boulet de bataille Bob-omb, voire une grosse bombe, ses bras ressemblent aux boules qui composent le corps d'un Wiggler, il a des pinces métalliques à la place des mains et une tête avec deux lumières qui peuvent rappeler des yeux. Son but aurait été de chasser Mario et de l'attraper. Il aurait été possible que Mario l'attrape comme le roi bombe et il aurait été vaincu en étant jeté à la lave. Les Motos auraient dû avoir plusieurs variantes en fonction des levels. Le code du jeu nous apprend l'existence d'un Ice Motos, soit un Motos des neiges, dans le même esprit qu'il y a des Bullies des laves et des Bullies des neiges. Le nom de Motos était un code en interne, le vrai nom de l'ennemi n'aurait certainement pas été Motos dans le jeu final. D'ailleurs, le nom de code des Bullies est justement Otos, ce qui permet de faire un lien entre ces deux ennemis qui partagent beaucoup de choses entre eux. La grande fuite de 2020 a permis de découvrir tout un nouvel éventail d'animations pour Mario, qui ont été retirées du jeu durant son développement. Une petite danse de Mario juste avant l'animation d'obtention d'étoiles, une animation qui s'active quand le joueur ne touche plus à la manette, dans laquelle Mario se replace la casquette, ou alors se frappe le front, c'est comme vous préférez. Une animation dans laquelle Mario tire quelque chose, donc Mario avait été pensé pour tirer de gros objets en plus de pouvoir les pousser. Une animation rapide où Mario donne une petite claque, je sais pas quoi dire. Une autre version de Mario qui se touche la casquette, et une animation où Mario pousse un chariot. Ou tond la pelouse, je sais pas. Dans la montagne Glagla, le panneau derrière Mario à son apparition alerte qu'en dessous de lui, il y a une crevasse de glace. Et c'est le même dialogue dans toutes les langues du jeu. Problème, juste en dessous, on a une pente, une plateforme, mais absolument rien qui fasse penser à une crevasse. La théorie veut que ce soit un level caché dans la montagne Glagla qui a été retiré durant le développement, et les développeurs auraient simplement oublié de retirer le panneau qui en parle. Dans le jeu Super Mario 64, les textures peuvent être extraites du code source du jeu. Elles sont quasiment toutes au format 32-32, ce qui est pas très grand. Cette taille a pour effet d'économiser l'espace sur la cartouche. La grande fuite de 2020 a permis d'en savoir plus sur ces textures de base et on s'est rendu compte qu'elles étaient étonnamment grandes à la base et extrêmement nettes. À quoi aurait ressemblé le jeu si les textures n'avaient pas été redimensionnées pour rentrer dans la console ? La tour ailée, là où on débloque la casquette ailée, ainsi que les 4 autres tours autour, où sont-elles situées géographiquement ? Qu'y a-t-il à leur base ? Je rappelle qu'on a accepté la théorie que tous les mondes de ce jeu se passent sur Terre. Et que représente la couleur des piliers ? Peut-être les différentes zones du jeu ? La course arc-en-ciel est le tout dernier vrai niveau du jeu avant d'aller battre le dernier Bowser. Ce niveau aura été redesigné et aura servi de stage de combat pour le jeu Super Smash Bros Melee. Problème, dans ce stage, on peut apercevoir en arrière-plan un village qui n'est pas de base présent dans la course arc-en-ciel de Mario 64. Pourquoi Nintendo a ajouté un village là où il n'y en avait logiquement pas ? A la base, les niveaux que nous connaissons dans ce jeu étaient appelés autrement par les développeurs, et c'est encore une info qu'on obtient grâce au leak de 2020. Le manoir de Big Boo s'appelait l'apparition de Boo, la caverne brumeuse s'appelait le donjon de l'horreur, Trempé séché s'appelait le niveau de la piscine, la baie des pirates s'appelait le donjon d'eau et de submersion, l'île Grand Petit s'appelait Big World, et l'horloge tic-tac s'appelait Clock Tower, soit la tour de l'horloge. Clock Tower. Clock Tower. Encore une partie de level disparue durant le développement. Il aurait dû y avoir un village Bob-omb lié au premier niveau du jeu. Aucune image ou aucune vidéo pour prouver son existence. Ce sous-level de bataille Bob-omb aurait dû avoir ses propres étoiles et sa propre étoile des 100 pièces. Dans le niveau bataille de Bob-omb, le fond du level montre des îles au loin.
Si on considère que tous les levels du jeu sont sur la même planète, selon moi, l'île au loin, c'est l'île Grand Petit. D'ailleurs, quand on est sur l'île Grand Petit et qu'on regarde au loin, on voit une autre île beaucoup plus plate. Selon moi, cette île en face, c'est le premier niveau du jeu. La peinture représentant l'entrée pour le level des laves fatales représente un ennemi de Super Mario World, à savoir une flamme avec des yeux et une bouche. Étonnamment, cet ennemi n'existe pas dans Super Mario 64. Peut-être qu'il aurait dû être présent dans le level des laves, mais que, comme pour Blarg, il a été retiré avant la publication du jeu. Bravo, bravo, vous avez tenu bon jusque-là. Toutes mes félicitations, vous avez vu le fond de l'iceberg. C'est loin. C'est très loin d'être terminé. On va plonger maintenant, juste en dessous de l'iceberg. On va nager dans les eaux profondes. Au premier et au troisième étage du château, il y a des peintures de Bowser. Quand on trouve une deuxième fois une peinture dans le château, on ne peut pas sauter dedans. Seule la première peinture permet d'accéder à son level. La peinture de Bowser qu'on trouve au troisième étage est accessible, mais on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Cela a amené beaucoup de monde à croire et à prétendre qu'il y a un niveau caché derrière la première peinture de Bowser. Puisqu'au final, on ne peut pas la toucher dans le jeu. On tombe dans le trou avant d'y accéder. Donc on ne sait pas ce qu'il se passe si on essaye de sauter dedans. Certains joueurs affirment que c'est par là qu'on peut accéder à la chambre de Bowser. La chambre de Bowser est une pièce cachée dans le château, complètement fermée, avec du mur tout blanc et un seul tableau où on y voit Bowser observer le joueur. L'existence et le but de cette pièce ne sont pas connus. La manière pour y accéder varie d'un témoignage à un autre, mais ça a souvent été dû au hasard. Le monde trempé séché. Beaucoup de joueurs se plaignent d'être mal à l'aise dans ce level et de se dépêcher de le terminer pour y rester le moins longtemps possible. Une sensation de malaise, de mal-être, d'oppression et de peur, nombreux sont les témoignages de joueurs, quel que soit leur âge, décrivant ce level comme éprouvant. Alors que c'est juste un niveau classique de Mario, avec des plateformes et de l'eau. Pourquoi autant de joueurs au cours de ces 20 dernières années se plaignent de ce level précisément? Pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'il leur crée des sensations étranges. À la toute fin du jeu, quand la princesse Peach est délivrée, elle apparaît juste devant son vitrail et flotte paisiblement. Quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que l'espace entre les deux vitraux, à l'intérieur et à l'extérieur du château, est énorme, là où normalement deux vitraux similaires partagent la même fenêtre. D'ailleurs, les deux vitraux ne partagent même pas les mêmes couleurs. Il s'avère finalement que les deux vitraux ne sont pas les mêmes et qu'une petite salle cachée les traverse. C'est là que Bowser a enfermé la princesse Peach dans les murs du château. En entrant dans le château, le premier Toad qu'on croise dit à Mario que les autres Toads et la princesse Peach sont piégés dans les murs du château. Apparemment, Bowser aurait utilisé la puissance des étoiles pour transformer les habitants du royaume champignon en briques. C'est d'ailleurs le même scénario dans le premier Mario Bros. En plus de ça, plus Mario récoltera des étoiles de puissance et plus des Toads feront leur apparition dans le château, ce qui signifie qu'ils ont été libérés des murs du château. L'apparition de Wario est l'un des événements aléatoires ayant le plus traumatisé les joueurs qui sont tombés dessus. Une tête géante de Wario qui apparaît dans le couloir pour accéder au niveau du sous-marin. Même si l'apparition de Wario est un phénomène extrêmement rare, on avait déjà eu des images de lui durant l'E3 de 1996. L'apparition de Wario pourrait être des restes inachevés d'un combat de boss contre Wario prévu dans les sous-sols du château. Ce ne serait pas la première fois que Wario est considéré comme un boss dans les jeux Mario, surtout à cette époque. L'apparition de Wario a été inclue dans le jeu très tôt, au vu des screens qui représentent la bêta du jeu. On aurait donc dû avoir, dans le jeu final, une séquence de gameplay durant laquelle Mario est poursuivi par la tête géante de Wario dans un couloir infini.
La texture utilisée pour Metal Mario est la texture par défaut du métal proposée par l'ordinateur SGI de Silicon Graphics. Quand on récupère la texture originale, on y voit une photographie avec un style fisheye dans un jardin avec une maison en fond et des fleurs roses apparentes. Cette texture ne sera jamais réutilisée pour toutes les apparitions de Metal Mario dans les jeux Nintendo, pas même dans Mario Odyssey. Encore une fois, le monde trempé séché. Ce level aurait une texture de cerveau dans ses fichiers, et le niveau lui-même est construit pour être une représentation physique d'un cerveau dont la gestion du niveau de l'eau dans ce level simulerait l'activité d'un cerveau. La ville cachée, elle, représenterait le subconscient. On a déjà expliqué que Bowser était entré dans le château grâce à son sous-marin, mais ce n'était pas sa première tentative. L'entrée du château de Peach, représentée par une double porte, joliment décorée sur ses contours, avec un beau tapis rouge, il serait logique de penser que chaque porte du château menant sur l'extérieur serait identique. Problème, dans le jardin de Peach, le tapis rouge s'arrête subitement. À la place d'une double porte, on a une vieille porte en bois et tout un encadrement de briques marron, pas du tout esthétique avec les briques grises du château derrière. L'histoire veut que Bowser ait tenté de pénétrer dans le château via ce jardin et donc ait cassé la double porte qui se trouvait là. Et c'est à cause de l'urgence de la situation que les Toads, sûrement avec l'aide des Whomps, ont reconstruit rapidement un mur de briques pour se protéger, quitte à ce que ce ne soit pas joli visuellement et que ce ne soit pas de la même couleur. L'important était de fermer cet accès à Bowser le plus rapidement possible. Depuis le passage de Bowser, des boues ont fait leur apparition dans le jardin de Peach qui est maintenant abandonné. C'est le seul endroit dans le château où des sbires de Bowser peuvent tuer Mario. En mai 2020, des hackers ont décompilé le jeu Mario 64 et sont parvenus à créer un exécutable pour PC permettant d'y jouer et de le modifier. Grâce à ça, de nouvelles recherches au sein du fonctionnement interne du jeu peuvent être faites. Nintendo fait tout son possible pour censurer les décompilations et pour poursuivre en justice tous ceux qui partagent la décompilation sur Internet. Logiquement, on pense que Nintendo fait ça pour préserver ses licences et faire jouer ses droits de propriété, mais de plus en plus de personnes suspectent Nintendo de vouloir dissimuler une vérité cachée dans la décompilation, sûrement liée à l'intelligence artificielle de Mario 64. Le corps de Wiggler est composé des mêmes boules jaunes qui se trouvent juste en dessous des mines dans les combats contre Bowser. Je vous laisse en déduire la suite. Un ancien employé de chez Silicon Graphics, qui s'appelait Oman, avait fait fuiter des archives de codage et des documents relatifs à la Nintendo 64. C'est d'ailleurs ces archives-là qui ont permis de lancer l'émulation de la N64. Oman a été très rapidement rattrapé par Nintendo et s'est fait arrêter. Les archives de Oman comportaient une grande partie liée à Super Mario 64. Nintendo a censuré une grande partie des archives, un accord de non-divulgation a été déposé par Nintendo. Il est donc aujourd'hui considéré comme illégal de lire ou de faire des recherches sur l'intégralité de ces archives. Comme son nom l'indique, on fait ici allusion à une ancienne version de Super Mario 64 datant du 29 juillet 1995 précisément. Datant d'avant du brevetage de la console, cette ancienne version du jeu est le tout premier jeu à avoir tourné sur une console Nintendo 64. Il est déconseillé de faire des recherches sur ce sujet, de ce qu'on peut lire par-ci par-là. Cette ancienne version du jeu était dangereuse pour les joueurs, elle pouvait créer des crises d'épilepsie. Malgré la grande fuite de 2020, nous n'avons toujours aucune nouvelle information sur cette version du jeu. Tous les articles qui y font légèrement allusion mettent en garde et demandent au lecteur de ne surtout pas faire de recherche à ce sujet. L'entrée de la caverne brumeuse se fait dans une pièce qui pourrait ressembler à des toilettes. La tapisserie, la cuvette au milieu de la pièce, l'eau noire dans les toilettes usagées, tout porte à croire que Mario ne rentre pas dans un level, puisque d'ailleurs ce n'est pas un tableau, mais il saute simplement dans des toilettes, dans les égouts du château, dans sa fosse septique. À l'intérieur de ce level, on y retrouve d'ailleurs beaucoup de gaz, représentant les flatulences, et des énormes rochers qui roulent et disparaissent, qui représentent ici les matières fécales.
Vous êtes toujours là? Toujours vivant? Vous êtes sûr? D'accord. D'accord, très bien, ok. C'est bien, c'est bien. Prenez cette corde, s'il vous plaît. Allez-y, prenez-la. Voilà. Et attachez-la à votre jambe, là. À votre cheville, juste. Non mais allez-y, faites-le. Voilà, comme ça. C'est bien. C'est bien. Et je vais attacher l'autre côté de la corde, moi, à un énorme rocher. Comme ça, je vais le mettre dans l'eau. Et ça va vous aider à tomber plus rapidement dans l'eau, à nager beaucoup plus vite. Et vous allez pouvoir aller dans les abysses. Un endroit qui n'a jamais été exploré par quiconque. Un endroit qui apparemment, on n'en revient pas. Bon courage! Le plexus interne du château fait référence en général à la façon dont le château de Peach est agencé, la façon dont toutes les pièces du château sont compilées à l'intérieur des murs, et reflète la façon dont les pièces devraient se chevaucher et s'étendre en dehors du château. De ce fait, il y a derrière les murs du château une série de pièces déformées avec une apparence étrange qui peut troubler, voire mettre mal à l'aise si on la regarde trop longtemps. La suite de Super Mario 64 était en développement et aurait dû sortir sur le 64DD, un boîtier qui s'intègre en dessous de la Nintendo 64 et permet d'ajouter des DLC au jeu. Malheureusement, le 64DD a fait un flop et la suite de Mario 64 a été annulée. Le jeu aurait pu permettre de jouer Luigi, de jouer à deux sur le même écran, de chevaucher Yoshi, et aurait mis en scène plusieurs nouveaux levels. On ne sait pas si cette suite aurait été dotée d'intelligence artificielle. Avant l'existence de Mario 64, la société Argonaut a commencé le développement d'un jeu 3D mettant en vedette Yoshi. Miyamoto a d'abord refusé le jeu, mais a commencé à créer Super Mario 64 en s'inspirant de l'aspect et de la convivialité du jeu Yoshi, selon les mots de Jess San d'Argonaut. Miyamoto s'est excusé, et Argonaut a dû abandonner leur idée de jeu Yoshi. Ils ont finalement créé leur propre jeu de leur côté, à savoir Croc. Beaucoup trop de personnes ayant joué à Super Mario 64 prétendent avoir fait des cauchemars sur le jeu, qui sont étonnamment similaires aux cauchemars des autres joueurs. Le cauchemar le plus courant concerne le piano hanté du manoir des Boo. D'autres joueurs ont cauchemardé du visage des pingouins dans la version bêta du jeu, car à cette époque, on pouvait les voir sur les boîtes de céréales Kellogg's. C'est avec l'arrivée d'Internet qu'on a pu se rendre compte du nombre important de joueurs ayant partagé les mêmes cauchemars. Les cartouches NFR, en français pas pour la vente, de Super Mario 64 sont des cartouches qui ont été envoyées à des journalistes ou à des magasins spécialisés de jeux vidéo pour faire tester les clients. Puisque ces cartouches possèdent une étiquette interdisant leur vente, on pourrait supposer que c'est une version bêta ou une simple démo. Mais pas du tout, c'est exactement le même jeu que les versions achetables en magasin, il n'y a aucune différence. Alors pourquoi Nintendo a-t-il souhaité interdire la vente de ces premières versions du jeu ? Délicieux gâteau, ou plutôt Delicious Cake, est un enchaînement de textes inutilisé dans Super Mario 64 qui n'a aucune corrélation avec quoi que ce soit d'autre dans le jeu. Pourtant, les dialogues sont bien présents. Automatiquement, on a envie de penser que ça a un lien avec le gâteau à la fin du jeu, le même gâteau que Peach promet à Mario dans sa lettre au début du jeu. Mais à quel moment le jeu aurait pu mettre en scène un personnage décrivant le goût du gâteau ? Sachant que même si Mario peut parler dans le jeu, il parle par le biais de sa propre voix. Il n'utilise jamais de boîte de dialogue. Dans ce cas, qui a mangé le gâteau de Peach à la fin du jeu ? Une théorie affirme que le syndrome de l'avant-ville, toutes les histoires qui tournent autour des premières versions de Pokémon, ainsi que la creepypasta sur la borne d'arcade de Polybius, un jeu qui aurait fait faire des crises d'épilepsie aux joueurs, seraient toutes entièrement créées par Nintendo eux-mêmes, uniquement pour ne pas porter trop de regards méfiants sur Mario 64 et pour dissimuler quelque chose de sombre dans le jeu.
le 4e étage est le dernier étage du château de Peach, évidemment caché et inaccessible. Seuls quelques rares cartouches de Mario 64 permettent d'y accéder. Les rares joueurs qui ont eu la chance d'y accéder ont tous eu des descriptions différentes de l'étage. C'est sûrement lié au plexus interne du château et à l'intelligence artificielle du jeu. La représentation la plus courante du 4e étage, c'est qu'il comporte plusieurs couloirs où des bouts se promènent. Un joueur a même découvert le sanctuaire Toad au 4e étage. Un schéma de conception du 4e étage datant du 29 juillet 1995 a d'ailleurs fuité sur internet. Le 4e étage étant la dernière étape du château après avoir battu le dernier Bowser du jeu, on peut considérer que c'est l'intelligence artificielle qui débloque ce passage pour y accéder seulement si elle considère que le joueur est apte à s'y aventurer. Cette idée va nous permettre d'aborder la toute dernière histoire de l'iceberg de Mario 64. Absolument toutes les cartouches de Mario 64 sorties sur Nintendo 64, toutes, sans exception, sont personnalisées. Chaque jeu sera différent pour chaque joueur. C'est l'intelligence artificielle codée dans le jeu qui permet de s'adapter à chaque joueur, à chaque environnement, à chaque pays, à chaque heure de lancement du jeu. Les changements entre chaque jeu sont minimes, voire indétectables si on ne regarde pas chaque détail à la loupe, et pourtant, avez-vous déjà essayé de jouer à Mario 64 chez un ami sur sa console avec sa propre cartouche ? Logiquement, vous auriez dû ressentir que quelque chose clochait. Rien qui vous empêche de continuer à jouer, rien qui vous choque au point de poser la manette sur la table. Juste une toute petite sensation de changement. Comme si une chose n'était pas à sa place, mais sans pour autant mettre le doigt dessus. Et au final, vous vous en fichez et vous continuez à jouer comme si de rien n'était. Croyez-moi, absolument chaque copie du jeu sont différentes entre elles. Même si c'est très subtil. Et on en vient forcément à reconsidérer tout l'iceberg. La plupart des théories et des histoires que j'ai racontées dans cette vidéo, pour certaines, vous avez sûrement dû lever les yeux au ciel en vous disant « c'est des conneries, ça c'est un montage photo, ça c'est une ROM hack, ça c'est un montage vidéo, ça c'est une creepypasta », et pourtant, tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo est la conséquence de la personnalisation des copies. C'est l'intelligence artificielle de Super Mario 64 qui fait apparaître Wario. C'est elle qui débloque le 4e étage si elle estime que vous êtes apte à y aller. C'est encore elle qui fait rire le Big Boo chez un streamer. C'est elle qui peut effacer le visage de Mario, le visage des ennemis ou changer les textures des levels. C'est l'intelligence artificielle qui peut subitement faire planter votre jeu et faire apparaître des écrans d'erreur, voire même des faux écrans d'anti-piratage. Moi-même, en plein speedrun, en dehors de tout ça, j'ai eu une légère différence par rapport à mes autres parties de Mario 64. J'ai eu Mario qui est apparu à un emplacement différent dans le premier monde de Bowser, ce qui n'arrive jamais. Ce qui m'a obligé à recommencer mon speedrun puisque je suis décalé. Mais c'est réellement arrivé en live. Et rien de tout ça n'était préparé. Et vous, avez-vous un souvenir enfoui durant vos sessions de jeu sur Mario 64 d'un élément qui ne semblait pas être à sa place, d'un bruitage ou d'une musique que vous n'aviez jamais entendue, d'une boîte de dialogue que vous n'aviez jamais compris ? Même si vous répondez non à ma question, même si vous pensez avoir eu une expérience normale de Mario 64, sachez que pour tous les autres joueurs du monde, votre expérience est différente de la leur, et chaque personne ayant joué à Mario 64 est persuadée d'avoir joué au jeu de base sans personnalisation. Thank you so much for playing my game.